Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça y est, c'est parti. Nous sommes, vous le savez, le fameux samedi du deuxième tour. Ouf. Et surtout, nous sommes le week-end où toutes les zones scolaires de France sont en vacances. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. Alors si j'ai un petit déclin cognitif léger, vous êtes en train de dire qu'il va peut-être falloir annuler le permis ? Pardon, vous êtes Quoi C'est à quel sujet? Oui, c'est un arrêté qui a été pris qui fait beaucoup parler parce que déclin cognitif léger, ça concerne la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Mais il y a quand même 1 200 000 personnes qui sont touchées en France. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, dès qu'ils vont être diagnostiqués, n'auront plus le droit de conduire? On en parlera. C'est le premier débat. Évidemment. Nous allons essayer quelle voiture aujourd'hui avec vous, Jean-Luc ? On va essayer la Aygo Cross. Alors ça s'écrit Aygo X. Ça n'a rien à voir avec les films que vous regardez. C'est simplement parce qu'elle a un petit air de SUV. Voilà. Je ne dirai rien de cela. Est-ce qu'on peut changer ses pneus pour gagner en confort ? On en parlera également. Et puis, nous allons parler d'un boîtier de conversion éthanol intelligent ? Exactement. Est-ce que les autres étaient bêtes ? Oui, enfin c'est pas qu'ils étaient bêtes, mais c'était compliqué à adapter. Donc là, le boîtier, il a, vous savez, de l'intelligence artificielle. Donc il va se servir des données du calculateur pour adapter l'injection d'éthanol et ça permet d'être plus précis, de consommer moins et de s'adapter à plus de moteurs justement. Et puis puisqu'on aura aussi notre rendez-vous classique, on parlera de la journée nationale du véhicule d'époque et vous le savez, cette émission est la vôtre, 0826 300 300. Vous venez nous rejoindre pour poser vos questions à Jean-Luc, échanger également avec nous ou vous nous écrivez sur la page je participe @sudradio.fr en mettant bien évidemment on parle auto dans le corps du mail et vos coordonnées. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Faut-il supprimer le permis de conduire lorsque l'on est avec un déclin cognitif léger ? On en parle entre autres avec Benoît Durand, qui est directeur général de l'association France Alzheimer et qui est avec nous. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour. Bonjour Monsieur Durand. Déjà pour tous ceux qui ne sont pas encore atteints de la maladie d'Alzheimer, on espère avec Laurence qu'on n'est pas dans le lot. Qu'est-ce que c'est qu'un déclin cognitif léger ? Comment on juge ça ? Déjà c'est assez compliqué. En fait, vous pouvez commencer à avoir des troubles cognitifs quand vous avez des petites pertes de mémoire, surtout des mémoires immédiates. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, après, effectivement, il faut être suivi par un professionnel, un médecin, et ensuite se faire diagnostiquer, généralement par un gériatre ou un neurologue. D'accord. Bon, alors là, on parle d'un décret donc qui est paru récemment, qui, alors j'essaye de faire simple, interdirait de conduire aux gens qui sont diagnostiqués Alzheimer. Pour faire grosso modo, c'est ça. Pour faire grosso modo, c'est même pire que ça. Parce que moi, dans l'arrêté, je n'ai pas vraiment lu qu'il y avait un diagnostic. Il y avait juste en fait une échelle d'estimation qui s'appelle l'échelle de Reisberg, qui n'est plus utilisée depuis 15 à 20 ans, notamment par les gériatres. Donc c'est un peu compliqué. Et vous-même, dans votre introduction, vous avez parlé de retrait de permis de conduire. Et du coup, même dans le décret, c'est assez nébuleux. Si on parle de retrait de permis de conduire ou de l'arrêt de la conduite, puisqu'il semblerait quand même que dès qu'un doute subsiste sur la nature du trouble, il faudrait que le professionnel de santé retire les clés. Alors là, du coup, bon courage. Mais c'est pas possible ça. Ouais. Mais on est bien d'accord. En fait, ce décret a été pris, mais vraiment sans concertation. Vous avez pas, parce qu'il il me semble avoir lu qu'il y avait une étude qui était en cours justement à laquelle vous participez. Mais complètement, ça fait 1 an qu'on est sur l'étude. Il y a eu quand même, il y a la prévention routière qui est dedans, le ministère de l'Intérieur qui est dedans, la CNSA qui est dedans, la Fondation Médéric Alzheimer qui est dedans. Enfin bref, il y a pas mal d'acteurs puisque du coup c'est un vrai sujet. En fait, c'est un vrai sujet et du coup, on mène cette étude, on n'a pas encore fini. Les conclusions vont arriver dans quelques mois et c'est justement pour prendre en compte toute la complexité de ce sujet qui est complexe puisqu'en fait, quand on connaît bien la pathologie d'Alzheimer, en fait, il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre malade. En début de maladie, vous pouvez très bien être en capacité sans aucun problème de conduire.
Et ensuite, quand les choses s'aggravent, évidemment, là, il faut alerter, et il faut prendre les décisions. Il faut aussi accompagner. Il faut essayer de trouver aussi des substituts de transport, parce qu'il y a des personnes qui sont complètement isolées. Et moi, on avait le témoignage d'une personne malade depuis de nombreuses années, d'une maladie à corps de Lévy, une maladie apparentée à Alzheimer, qui continue à conduire, mais qui est dans un petit village de 200 habitants. Son gériatre nous a dit à 40 km. Son médecin aussi, pour faire ses courses, elle doit prendre son véhicule à 10 km. Donc elle nous a dit, ok, le décret est publié, je vais vendre mon véhicule, pourtant je suis en capacité de conduire. J'ai demandé en fait à mes proches d'être vigilants et de me dire, de m'alerter et de vraiment prendre conscience que si jamais je deviens un danger, il me retire les clés, ou en tout cas il me l'explique, mais il me retire les clés. Et je fais même des tests dans des écoles de conduite pour savoir si je suis toujours en capacité. On est d'accord que tout le monde ne fait pas ça, Benoît Durand. Il y a des gens, c'est l'exemple que prend la sécurité routière d'ailleurs pour ce décret, en disant il y a des gens qui prennent l'autoroute à contresens en étant persuadés du bon côté, et avec tous les autres qui sont à contresens. Oui, non, un cas n'est pas une généralité en fait. Évidemment. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Ouais. Mais on est complètement d'accord. C'est pour ça qu'en fait, nous, on menait cette étude en disant oui, c'est vrai qu'il faut encadrer la chose. Oui, c'est vrai qu'à un certain stade, ça devient dangereux. Et là, du coup, c'est comment en fait on retire les clés. Parce qu'en fait, on n'a pas dit le comment, en fait. Et comment on accompagne la personne, comment on lui explique. Et qui retire les clés. Parce que du coup, ça repose toujours sur les dents. Et ça devient en fait une charge aussi supplémentaire. C'est très violent. En fait, on rompt le lien social. La conduite automobile, surtout quand on a besoin de son véhicule et que ça constitue aussi un lien social, vous continuez en fait à isoler la personne, et c'est peut-être même le début de la dépendance. Donc du coup, en fait, c'est juste en fait, c'est trouver la frontière où commencent en fait des troubles graves, avec quelle échelle le diagnostic adéquat. Et comment qui décide de supprimer le permis de conduire de la personne qui est atteinte. Est-ce que c'est son... Parce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer en France sans avoir été diagnostiqués? Eh bien, on estime aujourd'hui, parce que c'est que des estimations, qu'il y a un tiers des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Et du coup, ce décret va inciter à ne pas se faire diagnostiquer. Alors, il y a ça aussi. Évidemment. Et puis là, on parle de la maladie d'Alzheimer, mais tout ce qui est déclin cognitif léger, il n'y a pas que Alzheimer, il y a d'autres pathologies également, psychiatriques. Donc, Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et du coup, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, déclin cognitif léger par rapport, en fait, à une décision d'arrêter de conduire. Franchement, ça peut tout dire et rien dire. Ouais. D'autant que quand même, alors là c'est les ophtalmos qui le disent, il y a quand même un tiers des gens qui conduisent en ayant une mauvaise vision. On aurait peut-être bien fait de s'attaquer à ça, parce que là pour le coup, on mesure votre vision, vous dit vous avez 2 sur 10, vous conduisez pas. Là il y a des vrais chiffres, il y a des vraies échelles. On sait à partir de quel moment quelqu'un va être dangereux parce qu'il a une mauvaise vue au volant. Dans le temps, il y avait le slogan au volant, la vue c'est la vie, il ferait bien de le reprendre. On aurait peut-être dû s'attaquer à ça avant de s'attaquer effectivement au déclin cognitif léger. Et puis au-delà de ça, c'est ce que vous nous disiez, Benoît Durand, vous qui êtes directeur général, j'ai un chat dans la gorge, de l'association France Alzheimer, c'est que vous avez fait partie d'une étude, mais qu'en fait l'arrêté a été pris avant les résultats de l'étude. C'est ça qui est incroyable. Il y a des discussions quand même, c'est quelque chose qui pourrait être revu ou pas d'après vous? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une lettre au Premier ministre, on a saisi aussi le défenseur des droits, puisque cet arrêté, il est jugé quand même inique, arbitraire, discriminatoire et liberticide. Donc du coup, voilà, nous on voudrait faire réviser ce décret, évidemment. En tout cas, et en tenant compte... c'est brutal, mais en fait, à la fois c'est un mépris des professionnels de santé, c'est une méconnaissance des pathologies, et c'est un mépris aussi des associations comme la nôtre, France Alzheimer, qui accompagne au quotidien en fait des personnes malades et des aidants. Donc en fait tout ça, en fait, ça a été pris d'une manière ultra rapide, sans concertation, et du coup c'est pour ça qu'on nous demande à remettre le sujet sur la table. On en reparlera. Si on arrive à s'en rappeler, Clémence, on en reparlera. Merci. Je voudrais juste terminer, en fait, quand vous dites effectivement sur les personnes qui ont des problèmes de vue, mais là c'est pareil, à ma connaissance, et je pense que ça n'existe pas, il n'y a eu aucune étude sur le côté accidentogène des personnes ayant des troubles cognitifs. Oui. Voilà.
Aucune. Ben voilà. Merci Benoît Durand, Merci directeur beaucoup. général de l'association France Alzheimer. Je pense qu'on en reparlera d'ailleurs. Ah oui, ça va faire bouger les lignes aussi, Bah, ça, quand évidemment. l'étude sera terminée, je pense qu'on pourra en reparler. On vous remercie beaucoup. Passez un bon week-end, Benoît. Merci aussi. Merci à vous. Dans quelques instants, vous avez la parole puisque c'est votre émission également avec votre question. Vous n'hésitez pas. J'ai un gros chat, c'est même plus un chat, c'est carrément c'est un tigre là, un lion dans la gorge. Je vais essayer de lui faire peur. Non, ça c'est Natacha Harry. C'est juste avant, le samedi matin. Votre question au 0826 300 300, vous n'hésitez pas dès maintenant ou par mail, je participe@sudradio.fr et vous mettez bien en objet on parle auto, question à Jean-Luc avec vos coordonnées. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Dans quelques instants, c'est l'essai voiture, l'essai de la semaine avec la Toyota Aygo Cross, essayé bien. par l'ami Ouais, Jean-Luc. bravo. D'ailleurs, vous retrouvez régulièrement tous les essais également en vidéo sur la page YouTube de Sud Radio. Mais tout de suite, c'est votre moment question et c'est Christelle que l'on accueille. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. On vous écoute. Voilà, alors j'appelle parce que j'ai un petit souci avec mon Kadjar de la D'accord. marque Renault de 2015, finition intense. En fait, en 2020, il y a un voyant anti-pollution à contrôler qui s'est allumé. Donc du coup, je l'ai amené dans Vous un m'avez pas garage dit Renault. c'est quoi comme motorisation diesel, essence? Non, c'est un diesel. D'accord, D'accord. diesel. Du coup, donc on a fait un diagnostic et en fait, ils m'ont changé la vanne GR. Voilà, donc ça a coûté 485 € et Oui. 80 € le diagnostic. D'accord. Sauf qu'ensuite, la panne est revenue. Donc, nouveau diagnostic. J'allais vous dire c'est normal. Ah, Voilà. Ouais, Ouais. d'accord. Donc là, il me rechange la vanne aux frais de Renault. Voilà. Donc, je repars avec mon véhicule et de nouveau, la vanne GR qui se rallume. Donc, encore un diag. Et En là, gros, on a- quand on vous change la vanne EGR, c'est Alors, un peu comme si vous... qu'est-ce que la vanne GR pour les non La vanne initiés? EGR, c'est le recyclage des gaz d'échappement, ce qui permet de diminuer vous savez ce que c'est que les NOx maintenant, les oxydes d'azote émis en grande quantité par les moteurs diesel. Donc on recycle des gaz d'échappement pour diminuer les NOx. Donc D'accord. on met des gaz Tout à déjà fait. brûlés et ça permet de diminuer les NOx. Voilà, D'accord. c'est Voilà. ça. Mais là, le C'est fait ça. de vous changer la vanne EGR sans arrêt, c'est un peu comme si on vous vidait le cendrier sans que vous arrêtiez de fumer. Donc C'est le problème, exactement ça. il est en amont. Et en général, sur les diesels, le problème, il commence au niveau des injecteurs qui s'encrassent. Et c'est ce qui fait qu'il y a un encrassement après progressif du moteur. Et le fait de dire on vous change la vanne EGR sans avoir réglé le problème en amont, ils auraient pu vous en changer 50 de suite. Bon, alors, par Voilà. la suite, donc la vanne Donc, par EGR la changée suite. 3 fois. Voilà, 2 fois. Ensuite, il me change le capteur température d'air. Ouais. Donc là, ça change rien non plus. Donc là, le voyant se rallume. Donc 209,32 €. Allez. Ouais. De nouveau un diag à 80 €. On me change le moteur et le turbo. Oula, quand même, là, ils sont allés fort. Donc là, après, avec le moteur neuf, ça marchait forcément. Eh ben non. Eh ben non. Une semaine après, le voyant s'est rallumé. Donc de nouveau un diag. Mais attendez, offert par Renault. attendez, ils vous ont changé le moteur avec le système d'injection ou juste la partie, ce qu'on appelle moteur? Juste Alors, le bloc moteur. Non, ils m'ont tout changé, Ils toute vont la tout changer. motorisation. Mais ça a Oui. coûté combien Plus ça, le moteur, Christ- plus le turbo. Christelle? Et ça a coûté 8 734,51 €. Oh, Avec 70% pris en charge par Renault. et la panne est heureusement. toujours là. Alors là, moi, je vous conseille plutôt un exorciste. Là. Ah bah. enfin, Renault a pris 70% de la facture. Oui, oui, c'est déjà bien. Ouais. Mais il y a surtout, elle est plus sous garantie, votre voiture, maintenant. Bah, elle est Non, déjà non, plus sous non, garantie elle est- depuis un moment. ouais. Non, non, ouais. Alors, il y a quand même quelque chose qui vous sauve, c'est que dans la loi, c'est dans le Code civil, il y a ce qu'on appelle une obligation de résultat pour le réparateur. Ça veut dire que tant que votre voiture a les mêmes problèmes, il est obligé, alors peu importe les moyens, hein, même s'il est obligé de faire appel à une société extérieure, c'est pas à vous de gérer ça, il doit vous remettre une voiture en état de marche. Quel âge elle a cette Mais- voiture? Non, Le mais là, problème, c'est qu'il m'a quand même dit, Madame, c'est inutile de lancer des procédures juridiques. bah si, Parce que je perdrai car les diagnostics chez eux ils sont nickel. Sauf que j'ai pas droit à voir les rapports des diagnostics parce qu'ils disent que c'est confidentiel. bah écoutez, vous avez toujours votre voyant d'allumé, votre voiture elle marche toujours pas. Et non.
Bon, est-ce que auprès de votre assurance, vous avez une protection juridique ? Oui. Alors, vous contactez votre assurance, vous demandez à la protection juridique de saisir du dossier, et puis vous dites au garagiste, alors c'est l'article 1147 du Code civil, l'obligation de résultat, voilà, vous avez réparé ma voiture X fois, elle marche toujours pas. Là, on ne cherche même pas à savoir pourquoi elle ne marche plus. Parce que je vous avoue que même moi, quand vous me dites ils m'ont changé le moteur, ça marche toujours pas. Donc c'est forcément extérieur au moteur. Ça doit être le calculateur, ça doit être un problème en amont. Bon, à eux de trouver la solution. Ils sont obligés de trouver la solution. Si aujourd'hui, je comprends qu'ils lâchent l'affaire, ils doivent en avoir marre, mais donc si vous leur mettez un avocat dans les pattes en leur disant voilà, qui va leur rappeler la loi, tout bêtement, ils vont être obligés de le faire. Donc un conseil, ne tardez pas, faites ça tout de suite. Vous envoyez un petit courrier recommandé avec accusé de réception pour leur dire voilà, j'ai fait appel à ma protection juridique, machin, vous refusez de remettre ma voiture au titre de l'art. Alors si vous tapez obligation de résultat garagiste, on va vous donner le texte de loi. Donc comme ça, vous leur faites un petit courrier juste pour dire on démarre la procédure. Je vais démarrer la procédure. Et là, peut-être que ça va débloquer d'un coup. Mais là, du coup, si Christelle a fait appel à sa protection juridique, l'assurance va faire... Non, mais d'abord, avant d'aller en justice... va amener un expert. Oui, l'expert, s'il n'y a rien à voir, il ne va rien voir. Avant ça, Laurence, non, mais ce qui se passe... Non, mais avant ça, la loi oblige maintenant à chercher un règlement à l'amiable. Donc là, vous allez leur dire, attention, je ne lâche pas l'affaire, on va aller en justice. Oui, mais... Donc ça va sans doute débloquer le truc. L'expert, il va... Enfin, moi, je pense que... Mais après, il y aura une expertise contradictoire, ça va durer longtemps. Attention. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle roule comment, Christelle ? Ils m'ont prêté une voiture. Ils sont sympas déjà. Ils sont sympas. D'accord. Ils sont sympas. Mais faites ça. Commencez par leur dire voilà, j'ai pris contact. Comme vous refusez de remettre ma voiture en état, je vais emmener l'affaire en justice. Je pense que ça va décoincer. Bon. D'accord. Bon courage Christelle. Tenez-nous au courant de la suite. C'est un sac de nœuds. Des opérations. Oui, mais moi je suis curieux de savoir ce qu'elle a cette voiture, parce que j'avoue que là. Oui, c'est vrai que c'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bon courage et puis et commencez, faites-le vraiment sans délai. Ouais. Bon, d'accord. Aujourd'hui là. Oui, je m'en occupe aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon week-end quand même, Christelle. Au revoir. Bon week-end et bon courage, parce que merci, c'est gentil. quand on a ce genre de problème, allez, on vous embrasse fort, puis vous nous tenez au courant, bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup, au revoir. Allez, dans quelques instants, on va essayer une autre voiture. On espère que... Non, c'est pas un diesel, donc il n'y aura pas de GR dedans. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et oui, et on prend pas n'importe quel volant. Vous savez d'ailleurs, vous pouvez prendre le volant de YouTube, la page Sud Radio. Vous allez voir l'essai vidéo de Jean-Luc sur la voiture du jour, la Toyota Aygo Cross. Oui, on prononce Cross, ça s'écrit Aygo X. Mais c'est une croix en fait. Derrière, c'est une croix, mais ça se prononce Cross. Parce que Toyota a voulu donner à cette petite voiture un look de mini SUV. D'accord. Parce que c'est vraiment une mini citadine. 3,70 m de long, c'est un créneau qui est de plus en plus délaissé par les constructeurs. Pourquoi ? Parce que c'est peu rentable de faire des petites voitures. On préfère de faire des gros SUV, ça rapporte plus d'argent. Elle mesure, donc je vous l'ai dit, 3,70 m de long. Joli. De look, Elle a un look pétillant, vous voyez. Surtout dans les finitions hautes où elle a une peinture bicolore. Elle a des grandes roues de 18 pouces également. C'est une 4 portes, ça reste une 4 portes. C'était comme l'ancienne Aygo, avec un espace arrière limité. Il y a aussi des vitres à compas, donc si vous êtes claustrophobe, vous éviterez de monter à l'arrière. Un petit coffre de 131 litres, mais c'est parce qu'on demande, c'est pas une voiture pour partir en vacances en famille, donc c'est suffisant. La présentation à bord avec des matériaux simples, mais c'est de bonne facture. Un équipement qui est très complet pour un véhicule de cette taille. Moi, j'avais la finition haut de gamme, faut dire, avec un grand écran central 9 pouces, connexion Android Auto, Apple CarPlay, et puis surtout toutes les aides à la conduite qui existent en ce moment sur le marché. Pour une toute petite voiture, il y a tout. Voilà. Bon, sous le capot, un seul moteur, comme ça on n'est pas emmerdé par le choix. 3 cylindres, 1 litre essence, 72 chevaux, 93 Nm de couple. Pas d'hybridation. C'est étonnant pour une Toyota. On se dit, tiens, accoupler soit à une boîte automatique, soit à une boîte mécanique. Alors la boîte automatique à variation continue. On est bien au volant. Le siège est assez confortable, et ça malgré les grandes roues. Parce que avant de monter dans la voiture, vous connaissez mon aversion pour les grandes roues, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais le confort est quand même correct, hormis sur les petits raccords de chaussée où ça tape un peu. Mais ils ont assoupli les suspensions pour accepter ces grandes roues. Son domaine de prédilection, c'est évidemment la ville. Dans les défauts, il y a un stop and start qui est un peu brutal.
Alors, c'est d'autant plus gênant que d'habitude, les Toyota, on n'entend pas le moteur démarrer, justement, parce qu'il y a des systèmes hybrides. Donc là, on le ressent un peu. Sinon, c'est une voiture qui est douce, avec la boîte à variation continue. Donc, il n'y a pas de rapport qui passe. Ça, c'est plutôt bien en ville. C'est un peu différent sur route. D'abord parce que les performances sont modestes. 0 à 100, 14 secondes 5. Il faut presque un calendrier pour la chronométrer. Et surtout, le moteur, il est déjà bruyant tout seul. C'est un 3 cylindres. Il a tendance déjà à faire du bruit. Il a une sonorité assez présente. Mais en plus, avec la boîte à variation continue, alors vous le verrez, vous l'entendrez surtout sur la vidéo, ça fait un raffut épouvantable. Alors, j'ai pas été gentil, j'ai pris une petite route de montagne. C'était le pire des cas. Il faut vraiment éviter l'usage de cette voiture dans des conditions comme ça, ou alors la prendre en boîte manuelle. Alors, vous pouvez passer des vitesses. On parle de la Toyota Aygo Cross pour ceux qui n'ont rejoignent. Vous pouvez passer les vitesses avec les palettes au volant. C'est des vitesses fictives puisque c'est de la variation continue. Ça permet d'atténuer un peu le phénomène. C'est-à-dire que vous avez moins le truc qui monte dans les tours. Bon, alors en revanche, le comportement est sécurisant. La voiture sera beaucoup plus à l'aise, comme je disais, en dehors de la ville avec une boîte mécanique. Pas de problème en termes de comportement. Alors, poids réduit. Tout à l'heure, je vous ai dit pas d'hybridation. Consommation assez mesurée. J'ai fait, en faisant 2 tiers de ville, 1 tiers de route, j'ai fait 5 litres 2. Alors on se dit, ouais, chouette. Sauf que une Toyota Yaris hybride, ça fait moins de 4 litres. Vous voyez ? Donc, surtout quand je vais vous donner le tarif. Alors, ça démarre à partir de 16 000 €. Sauf que la version que j'ai essayée moi, avec toit ouvrant, machin, etc., ça vaut 23 000 € pour une version super équipée avec ce toit souple. 23 000 €, on est dans les prix d'une Yaris hybride. On peut se poser la question, à quoi ça sert cette Aygo Cross, à part avoir un véhicule tout rikiki, tout mini, qui se faufile en ville. C'est pas des voitures qui peuvent des fois être pensées pour un autre marché, d'autres pays. Non, là c'est typiquement un marché européen. Elle est faite en France, celle-ci aussi ? C'est une bonne question, ça. Non, elle est faite en Europe. Elle est faite dans, elle doit faire une usine en Serbie ou un truc comme ça. À vérifier. D'accord. À vérifier. Elle est faite en Europe. Donc, non, c'est pas en Serbie, c'est en Tchéquie ou quelque chose comme ça. Mais pas super fan, l'ami Jean-Luc, alors ? Non, au final, non. Non, elle a une bonne bouille, c'est vrai. Mais vu le prix, quand on met un peu d'équipement dedans, il vaut mieux passer au niveau supérieur et vous prenez une Yaris hybride. Ouais, bon, voilà. Et vous retrouvez évidemment toute la vidéo de notre... décidément, aujourd'hui, c'est carrément le zoo, qui est dans ma gorge. La vidéo que vous avez réalisée sur cette fameuse Toyota Aircross, Aygo Cross, très exactement, sur la page YouTube de Sud Radio. Merci beaucoup. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et évidemment, on va parler d'environnement. D'ailleurs, vous pouvez nous joindre, vous le savez, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. On accueille tout de suite Jérôme Loubert, qui est directeur développement Europe de la FFED. Oui. Alors, Flex Fuel Énergie Développement, ça c'est bien. Vous le dites bien. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, alors, vous avez mis de l'intelligence dans les boîtiers de conversion éthanol. Ça, c'est bien. Maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il y a un gros... Tiens, parlons chiffres pour commencer. Il y a un gros engouement en ce moment, vu les tarifs du carburant, pour les boîtiers éthanol, j'imagine. Il y a un engouement jamais vu, qu'on espérait depuis de nombreuses années, puisqu'on croit dur comme fer à ce marché depuis 2007 aujourd'hui. Et on a connu un engouement énorme au mois de mars avec plus de 16 000 boîtiers commandés et plus de 8 000 boîtiers qui ont été posés dans le réseau. Et les commandes continuent à être à un niveau très important au mois d'avril, puisqu'on a déjà enregistré un petit peu plus de 8 000 commandes sur ce mois d'avril. D'accord. Bon, on ne va pas se voiler la face. Il y a des moteurs qui sont compliqués à adapter à l'éthanol parce qu'il y a des stratégies d'injection qui sont de plus en plus complexes. Bon, il y a plus de 20 ans, on injectait du carburant, basta. Aujourd'hui, sur les modèles les plus sophistiqués, vous allez me corriger si je me trompe, on va jusqu'à 8 injections successives. Donc, faire un boîtier d'adaptation avec une stratégie aussi compliquée, c'est pas facile. Et c'est sans doute ça qui vous a donné l'idée de faire un boîtier intelligent. Vous allez nous expliquer en quoi il est intelligent, le boîtier. Exactement, c'est tout à fait ces nouvelles technologies d'injection. Les constructeurs sont face à des défis techniques et technologiques extrêmement importants pour pouvoir atteindre les niveaux de pollution très bas qui sont demandés par les normes. Et dès le début, dès le lancement de nos premiers boîtiers pour les injections directes, on a été confronté à des difficultés de réglage très importantes, très diversifiées, qui nécessitaient beaucoup de finesse de réglage et de diversité dans ces réglages. Et donc,
Rapidement, on a pensé à une solution globale, une solution dans laquelle, eh bien, dans ce boîtier, il y a une intelligence artificielle qui a, si je peux résumer, qui va apprendre en fait, ouais, c'est ça, qui va apprendre comment fonctionne l'injection de base et qui va se calquer sur ça pour rajouter le carburant nécessaire, parce qu'il faut rajouter du carburant. C'est le principe d'un boîtier d'adaptation, c'est ça. Voilà, on n'est plus dans la simple surinjection comme on a sur des injections indirectes d'ancienne génération. Là, le boîtier va d'abord lire le signal du véhicule, il va être capable de lire ce que fait le véhicule et de s'adapter par rapport à une batterie de réglages préadaptés qui sont déjà dans le boîtier, donc de reconnaître et de s'adapter automatiquement sans être obligé d'appliquer des réglages complexes sur les seuils d'injection. D'accord. Les avantages, c'est quoi ? Alors, premier avantage, c'est élargir les compatibilités, faciliter les compatibilités. Ça, c'est la première chose. Attendez, je voudrais un exemple. Le 1,2 litre PureTech PSA, qui était, on va le dire, une vraie tannée à adapter à l'éthanol, vous arrivez à le faire marcher correctement avec ce boîtier-là ? Pas qu'à l'éthanol, lui. Oui, à la longévité aussi, on a du mal à l'adapter. Mais... C'est également des problématiques, en effet. Mais nous, en tout cas, on est en capacité de le faire fonctionner à l'éthanol. C'est la seule motorisation chez FlexFuel qui fonctionne avec une sonde à carburant, puisque là, on a besoin de corriger, on va dire, les défauts natifs du véhicule. Mais on arrive à le faire fonctionner à l'éthanol sans difficulté et avoir une conversion tout à fait satisfaisante. D'accord. Alors donc là, votre boîtier, vous m'avez dit, est-ce que ça s'adapte plus facilement ? Justement, puisqu'il y a moins de réglages préalables, parce qu'avant, quand on allait au garage pour faire installer un boîtier, il y avait une phase de réglage obligatoire. Exactement, alors il y a toujours une phase de réglage, mais qui est beaucoup plus simple, c'est largement simplifié, on augmente le nombre de compatibilités, on facilite la pose, on a du gain en temps de pose, donc c'est aussi un gain sur la facture finale pour le consommateur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors le boîtier est plus intelligent, il est moins cher ? L'objectif, c'est toujours d'être dans un produit de pouvoir d'achat. L'éthanol, c'est quelque chose qui apporte un gain en termes de pouvoir d'achat, et donc on essaie toujours de contenir les prix sur les différentes technologies. Donc le boîtier, lui, ne va pas évoluer en termes de prix du boîtier, et on a une capacité de venir optimiser de l'ordre de 25% le temps de pose grâce à cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle. Est-ce que ça permet de diminuer les consommations ou pas ? On a également, grâce à cette auto-adaptation en temps réel, le fait que le boîtier lise tout le temps et se réadapte tout le temps en temps réel pour reproduire exactement le signal du véhicule d'origine, une optimisation encore de quelques pourcents. Là, on est vraiment dans le bout de l'économie, mais on vient encore optimiser de quelques pourcents, 2 à 3%, la surconsommation, ce qui fait qu'on va avoir un gain au final, là aussi sur la consommation du véhicule. Quels véhicules peuvent être adaptés ? Ou plutôt, est-ce qu'il y a des véhicules qui ne peuvent pas être adaptés avec ce boîtier ? Ça ira plus vite, parce que si vous nous donnez la liste des véhicules compatibles, on va y passer le restant de l'émission. 90% des véhicules sont compatibles. À partir de 2001, ils sont quasiment tous homologués. Et si on veut avoir les véhicules qui sont incompatibles, il y a 3 catégories. Premièrement, la catégorie des véhicules en développement. Ça veut dire qu'ils viennent de sortir et que nos ingénieurs cherchent à adapter nos boîtiers à ces nouvelles motorisations. La deuxième catégorie, c'est les boîtiers incompatibles totalement, c'est-à-dire les véhicules incompatibles totalement, c'est-à-dire des motorisations très spécifiques comme les piezo, etc. Voilà, avec des injecteurs piézoélectriques, ce qui est une autre technologie, donc qui nécessite, j'imagine, vous travaillez dessus, vous arriverez à les adapter un jour. On peut, à partir du moment où il y a un marché pour ça, en effet, on peut développer, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est incompatible à l'heure actuelle. Et puis, troisième catégorie, il y a les véhicules qu'on ne veut pas faire. Des véhicules qui sont à problème déjà d'origine. Alors on a parlé du 1 litre de PureTech, mais le Renault, le TCE. Par contre, le 1 litre de TCE aujourd'hui n'est pas compatible. Il est compatible, mais on ne veut pas l'installer, puisque malheureusement il y a trop de problèmes sur ces motorisations qui peuvent être confondus avec des pannes liées à l'éthanol, et ce n'est pas le cas. D'accord. Ouais. Combien ça coûte, tiens, précisément ? Alors un boîtier FlexFuel homologué, c'est à partir de 699 € TTC posé homologué et jusqu'à 1300 € TTC posé homologué. En moyenne, l'année dernière, le prix moyen, le panier moyen de l'automobiliste, c'était 850 €. Et celui-ci Et ça se rentabilise en combien de temps, globalement, si on fait 15 000 km par an ? Alors en ce moment, ça se rentabilise en 15 000 km. Ah bah oui. Donc ça se rentabilise en un an. Oui. C'est le moment, quoi, en fait. Même plus vite que ça, parce que la carte grise devient gratuite après dans beaucoup de régions, pas dans toutes, mais dans beaucoup de régions. Alors la carte grise devient gratuite dans beaucoup de régions. Quand on pose le boîtier. Après,
Exactement. Il y a même des régions et des villes qui vous subventionnent à hauteur de 250 ou même jusqu'à 500 € pour PACA et le Grand Est pour l'achat d'un boîtier homologué. Il y a également des villes, une communauté de communes en Lozère qui vient de lancer une subvention de 400 € autour de Mende. Et puis il y a des villes comme Damary-les-Lys qui vont jusqu'à 500 € de subvention pour leurs habitants. Et puis pour les entreprises, on peut récupérer, on va le rappeler sur l'éthanol, on peut récupérer la TVA à hauteur de 80%, c'est ça ? Tout à fait, on récupère la TVA à hauteur de 80%. Et par contre, il n'y a pas de différence sur la partie TVS ou vignette critère. Aujourd'hui, nous avons les mêmes vignettes critères à l'éthanol qu'à l'essence. Et la même implication de TVS. Oui, et puis on dira aussi qu'il y a un abattement de 40% sur les émissions de CO2. Ça, c'est pour les véhicules qui sont équipés d'origine éthanol. Alors, vous allez rester avec nous, Jérôme, parce que c'est une question qui arrive. Voilà, parce qu'on a un auditeur derrière qui nous a contacté par mail. Exactement. Sur jeparticipe@sudradio.fr. Et il avait aussi une question pour vous. Donc, et voilà, on vous garde et on va accueillir Daniel qui nous a posé cette question. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back to Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur backtocar.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Eh bien, on en avait parlé juste avant la pause, l'arrivée de Daniel qui nous a écrit sa question sur jeparticipe@sudradio.fr et que nous accueillons dans On parle auto sur sur Sud Radio, je vais y arriver. Salut Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Ouais. Alors, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, excusez Laurence, mais elle a un petit problème. On a parlé de la maladie d'Alzheimer au début. Il y a un petit truc là qui dérape dans mes neurones là en ce moment. Alors Daniel, on vous écoute. La question que vous avez posée par mail, mais on va vous laisser là exprimer de nouveau. Oui, voilà. J'ai une Renault Capture qui va avoir 2 ans au mois de juin. Et je voulais la faire équiper avec un kit super éthanol. Très important. Avec quel moteur ? Alors, c'est le moteur 1,3 litre 130 chevaux. D'accord. C'est un Capture 2, hein ? Oui. Oui. Et donc, comme j'avais déjà fait équiper la Fiat 500 de ma femme il y a 2 ans avec un kit Flex Fuel pour mon plus grand bonheur, je n'ai aucun regret pour la faire équiper la Capture maintenant. Donc le seul problème, c'est que quand j'ai été voir sur la partie où on peut voir si la voiture est éligible ou non, compatible ou pas, oui. Et compatible, on m'a dit que ça me disait que c'était bon. Et quand je suis allé voir un des installateurs qui était préconisé par FlexFuel sur ma région, à Fréjus donc. D'accord. Chez Speedy, dites-le. Voilà, c'est Speedy, tout à fait. Il m'a dit non, votre voiture le moteur n'est pas compatible, il y a des problèmes, il faut qu'il revoie un nouveau kit spécial pour votre voiture. Eh bien écoutez, vous savez quoi, ça tombe super bien parce que comme on a Jérôme Loubert qui est avec nous, qui est le directeur du développement Europe de FlexFuel Énergie, il n'y a personne de plus qualifié que lui pour vous répondre. Jérôme, vous êtes toujours là ? Bien sûr. Voilà. Alors vous avez entendu la question de Daniel. Et donc il a un Capture 2 avec le moteur TCE 1,3 litre, donc celui-là qui pose a priori pas de problème. Est-ce qu'on peut l'équiper ou non ? Alors à ce jour, les Captures et donc les 1,3 litre TCE ne sont pas compatibles. Ils font partie de la catégorie en développement. Donc vous savez presque tout, Daniel, sur la compatibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conversion n'est pas suffisamment satisfaisante. L'objectif de la conversion, c'est d'être exactement avec le même comportement à l'essence qu'à l'éthanol. Ce jour, on ne peut pas promettre ça. Donc, on continue à développer et on aura une compatibilité de ce boîtier prévu pour le 2e semestre de 2022. Ah. D'accord. Même avec les nouveaux boîtiers qui sont sortis, là, avec intelligent, artificielle. Ce nouveau boîtier qui va justement permettre le développement. Par contre, ce nouveau boîtier continue à nous imposer des développements spécifiques, par exemple pour les 1,3 litre TCE, mais aussi pour une autre motorisation particulièrement distribuée, qui est le 1 litre TSI depuis 2020. D'accord. Donc Daniel va patienter un petit peu, voilà. Ouais, mais ça va venir vite. Ah oui, c'est vrai, ça va aller vite. Mais quand on dit 2e semestre, c'est plutôt fin d'année ou après septembre ? On a plutôt un objectif septembre aujourd'hui. D'accord, ok, donc c'est effectivement. C'est pas très loin, non, effectivement. Bon, sinon Daniel, vous disiez la Fiat 500 de votre femme équipée. Vous avez quoi comme consommation aujourd'hui ?
disons que ça consomme pas mal d'origine. C'est le petit moteur, c'est le Twinner. Hein, Oh là, que vous le aimez Twinner bien. qui fait tomber les plombages. Oui, mais quand ils me font la révision de la voiture, ils me font la révision du dentier en même temps. Ouais, c'est ça. Non, j'ai une consommation. J'ai une question justement technique à vous poser parce que mon ordinateur de bord me donne toujours la même consommation que quand je n'avais pas le kit. Et Oui, non, mais c'est c'est normal. ça. Ah C'est oui. c'est Alors, normal parce que lui, il n'est pas au courant de la modification. Si vous voulez, derrière, il y a le boîtier qui rajoute un peu, voilà, et le calculateur, il n'est pas au courant. Lui, ce qu'il voit, c'est l'info de la sonde lambda qui est bonne. Donc voilà, il reste sur ce que lui avait indiqué le débitmètre. Donc il vous indique une conso qui est pas bonne. Donc quand on a un boîtier, ne pas se référer à la consommation moyenne qui est donnée par la voiture. Vous faites le plein, vous regardez combien vous mettez de litres, et puis c'est comme ça. C'est ce que j'avais fait, et j'ai tablé à peu près sur un bon litre en plus. Hein. Oui, mais bon, quelque part, vu le tarif du carburant... Oui, non, mais c'est toujours intéressant, bien sûr. Mais ça, uniquement en consommation ville, je veux dire. Hein. Parce que dès qu'on fait un petit peu de route ou d'autoroute, ça a tendance à se minimiser, la différence. Oui, mais surtout avec votre moteur, en fait. Votre moteur, c'est un paradoxe. Hein. Il équipe une citadine, mais il est beaucoup mieux pour faire de la route que pour faire de la ville. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il est à la fois plus sobre et surtout beaucoup plus agréable, parce qu'en ville, c'est juste une catastrophe. Voilà. On s'habitue. Hein, oui, on s'habitue à tout. Hein. Bon, Jérôme, vous êtes toujours avec nous. Jérôme, je voulais vous demander, par rapport à ce que vient de nous dire Daniel, est-ce qu'un jour on pourra avoir une conso réelle? Est-ce qu'un jour il y aura un dialogue entre les boîtiers d'adaptation éthanol et les calculateurs voiture pour avoir les consos moyennes? Alors à ce jour, le cadre de la loi ne nous permet pas de réintervenir sur l'OBD, c'est-à-dire d'envoyer les informations au calculateur. D'accord. Donc dans le cadre légal, aujourd'hui, c'est pas possible, mais ça serait très possible d'avoir, en fait, de boucler la boucle et de redonner l'information au calculateur. Bon, écoutez, on fera comme ça. On mesurera soi-même. Voilà. Très bien. Bon. C'est la solution pour le moment. Bon, c'est super. Vous allez faire quoi votre week-end, les garçons? Écoutez, moi je suis à Madrid au salon Motortech. Bien. Donc, week-end travail. Studieux, voilà. Super. Et Daniel? Moi, je vais aller voir une réplique d'une caravelle de Christophe Colomb qui est dans le port de Saint-Raphaël aujourd'hui. Ah, cool. Voilà, oui. Eh ben, profitez bien alors. Profitez bien. Bon week-end. Jean-Luc, je voulais vous dire que j'étais un des plus vieux, un plus ancien supporter quand vous étiez sur RMC à l'époque. Ah mais attends, c'est Sud Radio, hein. Là, on est bien sur Sud Radio. Mais je ne peux plus l'écouter. Que j'étais levé dès 7h du matin pendant des années. Attendez, vous voulez qu'on se lève à 7h du matin? Vous voulez une émission? Voilà, oui. Non. Non, je vous taquine. Bon, Daniel, en tout cas, passez un bon week-end. Ouais, merci. Voilà, bon week-end. merci de même. Au revoir. Merci. Allez, à suivre évidemment dans moins de on va dire quoi, dans moins de 8 minutes maintenant, on aura le retour de l'info. Mais tout de suite, on va parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et notre rendez-vous Parlons Pneus avec Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Mais surtout une question avec un auditeur, oui, parce que maintenant on va faire ça. C'est ça. Les auditeurs vont parler avec les invités, puis nous on va aller boire un verre. Ah, pas tout de suite. On a encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous propose régulièrement de nous écrire. Non, mais c'est vrai, quand vous avez des questions. Mais c'est ça. Et alors là, pour le coup, vous avez des vrais spécialistes. Puis moi, cette question-là. 0826 300 300 pour poser vos questions. Et le mail, je participe @sudradio.fr. Et puis c'est une question que j'aurais pu poser moi. Alors, c'est plus anonyme. Voyez. Ouais, mais question de Jean-Luc M de Paris. Bonjour, c'est Bag. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où, vous? Je suis sur Villeurbanne. Ok, très bien. Alors vous avez donc un Volkswagen T-Roc, c'est ça? C'est cela, exactement. Et en finition Cara, et qui m'a été livré avec des jantes de 18 pouces d'office et des pneus 215/50 R18. D'accord. Alors, je trouve que le confort est très ferme et bien loin de mon ex-Golf 7, qui elle était montée en 16 pouces. Donc vous voulez savoir si vous pouvez passer sur des roues d'un diamètre
plus petits, enfin des jantes d'un diamètre plus petit, parce que les roues, c'est ça, on va rentrer dans le détail avec Dominique, mais les roues garderont le même diamètre, parce que moi d'habitude, ce que je dis ouais, les grandes roues c'est moins confortable. Alors il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disent ouais, il comprend rien, c'est pas les grandes roues qui sont pas confortables, c'est que le flanc du pneu est plus bas, il y a moins d'air dedans. Bon, ok, mais pour faire simple, on dit des grandes roues, voilà. D'accord. C'est des grandes jantes, c'est ça qu'il faudrait dire. Mais pour que tout le monde comprenne et que ma maman comprenne, on parle de grandes roues. Donc votre question, est-ce qu'on peut passer cette voiture en route 16 pouces, avec des jantes de 16 pouces, c'est ça? Et vous voulez... surtout, si on va gagner en confort, c'est surtout ça. Ouais, bah c'est ça, oui, le but du jeu. Le en premier. plus, vous mettiez que vous vouliez mettre des pneus 4 saisons. Est-ce que c'est plus confortable des 4 saisons que des pneus été? C'est aussi une autre question. Voilà. Ça fait plein de questions. Alors là, Dominique, il va bosser ce week-end. Hein. Bon. Alors, Dominique, alors les grandes roues, les petites roues, d'abord, c'est vrai ou pas vrai que c'est plus confortable au moins? L'explication de texte, c'est la suivante. Alors, c'est vrai que un constructeur, lorsqu'il choisit un certain nombre de dimensions pour équiper ses véhicules, il choisit des dimensions dont le diamètre extérieur du pneumatique est identique. Donc tout simplement pour conserver des rapports de pont, des boîtes de vitesse identiques. Donc en l'occurrence, monsieur sur son T-Roc, il a des pneus qui font environ 670 mm de diamètre et qui développent environ 2100 mm à chaque tour de roue. Oh ben alors, c'est précis, hein. D'accord, oui. La différence, c'est que dans cette enveloppe extérieure, on met des roues, des jantes qui sont plus ou moins importantes. Et là, en l'occurrence, sur le T-Roc, Volkswagen propose 4 dimensions. Une dimension en 16 pouces, une dimension en 17 pouces, une dimension en 18 pouces et même une dimension en 19 pouces. Et donc, on comprend bien que si on met une jante plus grande, on a un flanc de pneu qui est moins important, puisque l'extérieur du pneu est identique. D'accord, donc flanc plus bas, moins d'air dedans, moins de confort. Ouais. Voilà, donc en fait, sur le 16 pouces, on a une hauteur de flanc qui est de quasiment 130 mm, 129 mm exactement. En 17 pouces, on est à 118 mm. En 18 pouces, on a 107 mm et en 19 pouces, on a 90 mm. Donc en fait, entre la jante la plus grande et la jante la plus petite, on a 30 mm d'écart. Et on comprend bien que plus on a un matelas épais, si je peux prendre cette comparaison, plus on peut dormir confortablement. Pour les pneumatiques, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, si on repasse en 16 pouces, on va gagner en confort. Il y a un autre point aussi, Dominique, c'est que quand on a des grandes roues, en général, on a des pneus qui sont également plus larges. Donc on a en plus une masse non suspendue, c'est-à-dire le poids de la jante qui est plus grande, plus le poids du pneu qui est plus large, on a une masse non suspendue qui est plus importante, ce qui oblige à avoir des réglages de suspension plus fermes d'ailleurs. Oui, absolument. Alors là, en ce qui concerne le T-Roc, Volkswagen a choisi la solution de la simplicité. Toutes les dimensions 16, 17 et 18 pouces, c'est 215 mm de large. Donc d'accord, là, c'est les mêmes. Donc là, ça ne change pas. Par contre, ce qui est quand même important, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut impérativement monter des pneumatiques qui sont homologués par le constructeur, donc qui figurent sur la fiche d'homologation du constructeur, sur le livret de bord. Ou sur les documents d'équipement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de monter à son propre choix n'importe quelle dimension. Donc on ne va pas chercher les marques chinoises sur Internet. Non, mais ce n'est même pas une question de marque chinoise, c'est la dimension des pneus. Là. C'est la dimension des pneus. Donc là, en l'occurrence, repasser en 16 pouces, c'est repasser impérativement en 215 60 par 16. Mais c'est possible, on est d'accord. Mais c'est possible dès le moment où la dimension est homologuée par le constructeur et figure sur le livret de bord. Et ça sera plus confortable. Et est-ce que ça sera plus confortable avec des pneus 4 saisons qu'avec des pneus été ? Alors, le pneu 4 saisons, il a quand même une bande de roulement qui est un peu plus épaisse que les pneumatiques été. Les manufacturiers, en particulier les grands manufacturiers, font des efforts pour conserver un niveau de confort identique. Par contre, ce qui est clair, c'est que les pneus 4 saisons seront un peu plus bruyants que les pneumatiques été, puisqu'en fait, ils sont beaucoup plus découpés. Et donc, son profil, son dessin est un petit peu plus bruyant qu'un pneumatique été, parce qu'aujourd'hui, les pneumatiques été, en fait, ils sont lignés, il y a très très peu d'adhérisation transversale, et ça permet effectivement de gagner en bruit. Non, parce que quitte à changer les pneus, autant... Oui, ou peut-être autant passer en 4 saisons, je sais pas. Vous habitez où ce qu'on a perdu C'est Bague. Villeurbanne. Donc ça peut être... c'est une zone...
Alors ça, à Villeurbanne, ça peut avoir du sens, Ah oui, puisque, en fait, complètement. on est au pied des Alpes. Alors dernier élément qui est quand même très très important, c'est qu'il faut impérativement choisir un indice de charge au moins identique à celui qui est monté d'origine sur le véhicule, parce qu'en cas d'indice de charge inférieur, d'abord le véhicule ne passera pas au contrôle technique, et puis plus fâcheux encore, en cas d'accident, il risque d'y avoir une déchéance de l'assurance. Donc ça, c'est un impératif légal absolu. D'accord, indice de charge et indice de vitesse aussi, mais en général, les indices de vitesse, aujourd'hui, ils sont largement suffisants sur les véhicules. Oui, alors sur un pneumatique 4 saisons, on peut même monter un indice de vitesse inférieur, ça c'est autorisé par la loi. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire, à condition, alors si on veut appliquer la loi à la lettre, à condition d'avoir sur son tableau de bord un macaron qui rappelle que l'indice de vitesse est inférieur des pneumatiques équipés dans le véhicule et inférieur à l'indice de vitesse d'origine. Bon, super. Merci, merci Dominique. Bon, Sebag, vous avez toutes les informations. C'est impeccable. Ben voilà, on vous souhaite beaucoup. De rien. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Merci encore. Merci à Sebag. Et sa question, faites comme Sebag, vous avez une question à poser, vous nous envoyez un mail, à la limite c'est carrément presque le plus organisable, 0826 300 300, ça c'est le téléphone, et sinon je participe @sudradio.fr, et puis on fera appel comme on l'a fait là, un de nos spécialistes, Dominique Stemfel. On vous souhaite un bon week-end à vous aussi. Merci à vous aussi, bon week-end à tous. Allez, dans quelques instants, c'est le retour de l'info sur Sud Radio, et juste après, eh bien, nous allons entre autres évidemment vous donner la parole. Là aussi, c'est votre moment de questions et d'échanges avec Jean-Luc, et puis après, on parlera de la journée nationale du véhicule d'époque. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes avec vous, vous le savez, jusqu'à 13h30. Juste après, vous retrouvez l'équipe d'Alain Marty et Invino sur Sud Radio. Tout de suite, nous allons débuter notre instant des questions, vos moments à vous. 0826 300 300. C'est vrai qu'on aime bien en mettre régulièrement dans l'émission, et généralement 13h03, c'est votre rendez-vous. On accueille tout de suite Jacques sur Sud Radio. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Laurence. Et bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Vous êtes où, vous ? Et moi, je suis en Sud-Vendée. D'accord. Ah, super. Dans le Marais Poitevin. C'est joli là-bas. Ah oui, Très. c'est beau. Profitez bien. On vous écoute, Jacques. Oui, et bien voilà, moi en 2019, j'ai acheté une Logan Stepway MCV. Et depuis, disons, dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai senti que selon le climat, eh bien, mon embrayage commençait à brouter. Et puis donc, mais ça c'est normal, vous êtes dans le Marais Poitevin, que l'embrayage broute, voilà, ça me paraît normal. Et donc je l'ai signalé à chaque visite à mon agent Renault, et qui ont fait tout un tas de vérifications, mais enfin, bon, ben voilà, eux ne constataient pas forcément de dysfonctionnement, et moi, ça le faisait assez régulièrement. Jacques, ils ne constataient pas de dysfonctionnement, un embrayage qui broute, il broute plus ou moins fort, mais il broute tout le temps. Bah oui. Donc, oui. ils ne l'ont pas conduite, votre voiture ? Si, je suis même allé avec un mécanicien pour essayer de constater, il remarquait pas, il essayait de faire des réglages, mais en fait, bon, ça semblait s'améliorer lorsque je reprenais le véhicule, et puis quelques temps après, ça recommençait. D'accord. À tel point que ça broute tellement à certains moments que la voiture vibre, quoi. Oui. Et donc... oui, alors, ils ont démonté ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'en suis arrivé à la fin de ma garantie maintenant, et donc j'ai dit, maintenant, il faut quand même faire quelque chose, quoi, parce que là, ça fait un moment que je vous le signale, et ça ne fonctionne pas. Alors, attendez, Jacques, vous me dites, je suis arrivé à la fin de ma garantie. Vous leur avez signalé avant la fin de la garantie ? Ah, mais tout de suite, oui. au début. Vous avez une trace écrite de ça ? Ah ouais, bien sûr, oui, sur mes ordres de réparation, travaux, oui, d'accord. Voilà. Oui, donc ça, c'est important. Parce que, alors, moi, je vais vous raconter mon histoire à moi. Vous allez voir que parfois, il y a des trucs extrêmement bizarres. Je fais restaurer ma 504 par l'aventure Peugeot Citroën. Donc, normalement, des gens qui connaissent bien l'auto. Le moteur est refait, la boîte, l'embrayage. Je récupère la voiture, l'embrayage broute.
Donc ils me disent oui, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Bon, j'ai jamais vu à partir du moment où un embrayage est neuf et un volant moteur est neuf, normalement ça doit pas brouter, sauf s'il y a des traces de gras sur le volant moteur. C'est peut-être le cas d'ailleurs qui nous intéresse avec vous. Bon, bref. Je roulais avec la voiture, ça broutait tout le temps et à un moment je dis bon allez hop, je vous ramène la bagnole, ça va pas. Il redémonte, donc là il redémonte parce que de l'extérieur, je sais pas comment ils font pour diagnostiquer votre voiture sans démonter, mais il y a un truc qui m'échappe. Donc il démonte et il se rend compte qu'il y a un des ressorts de l'embrayage qui s'est mis en biais, un truc qui n'arrive jamais. Donc ça peut être quelque chose comme ça, parce que la fabrication des embrayages aujourd'hui, il y a des trucs qui viennent, je vais pas vous dire d'où ils viennent, mais c'est assez loin, voilà, avec une qualité plutôt médiocre. Donc il est possible que Dacia, pour faire des économies, ait commandé des embrayages à un sous-traitant qui se trouve, je sais pas où, en Asie, et que la qualité soit pas au rendez-vous. Donc tant qu'on démonte pas, on peut pas savoir. Ça, c'est la première chose. Après, je vous parlais d'une souillure qui serait due à de l'huile, c'est-à-dire un joint moteur qui fuirait, et vous auriez toujours un peu de gras sur le volant moteur, ce qui fait que votre embrayage, il patine, et il patine plus ou moins en fonction de la température extérieure, de l'humidité, etc., etc. Voilà. Donc, ça peut être cette cause-là. Ça peut être aussi le carter qui est déformé. Mais on ne peut pas savoir si on ne démonte pas. C'est ça que je comprends pas. Alors, je voulais vous préciser quand même qu'auparavant, j'avais une ancienne Logan MCV qui avait 200 000 km. Bon, l'embrayage m'a lâché. Jusque-là, ça se passait très très bien. Et lorsqu'ils m'ont changé l'embrayage, eh bien, elle a commencé à brouter. Et donc, je l'ai menée jusqu'à 375 000 km dans cette situation. Et donc, je reprends une nouvelle et refais la même chose. Parce que si vous avez un écart qui n'est pas régulier sur le plateau de pression, vous allez avoir un embrayage qui broute. Donc peut-être qu'ils vous ont changé sur le véhicule précédent l'embrayage, ça a été mal remonté, ils ont un peu forcé d'un côté, ou je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être une des causes. Si ça ne le faisait pas et qu'au moment du changement de l'embrayage, après ça le fait, ça peut être ça. Oui. Mais là, dans votre cas, la seule solution, c'est le démontage. Oui. Oui, alors voilà ce que me propose le mécanicien, c'est que il dit on peut pas voir tant qu'on n'a pas démonté, et le coût c'est 1 100 €. Et question que j'ai oublié de vous poser, vous avez des problèmes de débrayage ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est à l'embrayage. D'accord. Bon, oui. Alors, il me dit effectivement on peut démonter, mais avec la crainte que on intervienne, mais que ça recommence ensuite. Alors bon, il y a aucune vous garantie. savez, on va revenir dans ce qu'on évoquait au début de l'émission. Ils ont une obligation de résultat. Donc, s'ils interviennent et que la même panne survient derrière, peu importe, ils sont obligés. C'est leur responsabilité. Ils sont obligés de redémonter pour retravailler dessus. Alors moi, je ne vous cache pas que je lui ai dit que j'intervenais auprès de vous. Il m'a dit mais oui, faites donc, il n'y a aucun problème, et voilà. Oui, mais là, dans ce cas-là, vous savez, on est en train de discuter de quelque chose. On fait des hypothèses, mais tant qu'on n'a pas démonté, on ne saura pas. Absolument. Donc il faut qu'il démonte. Et c'est pour ça que je vous posais la question au début, est-ce que vous avez une trace écrite de ce problème? Parce que s'il décèle réellement un souci et que le souci est là depuis le début, ça doit être pris en garantie, même si la date de la garantie est échue. Bah oui. Oui. Donc, parce qu'on entre en plus dans ce qu'on appelle la garantie légale des vices cachés. Ça serait un vice caché puisqu'il était là au départ, que vous l'avez signalé, et c'est 5 ans. Donc votre voiture 2019, c'est bon. Mais du coup, là, il y va? Il va avoir son il va falloir démonter, obligatoirement. Et tenez-moi au courant quand même, Jacques. Entendu, mais je vous tiens au courant, sans problème. Et ben voilà, je vais intervenir auprès du mécanicien. Et très très bon week-end en Vendée. Profitez bien. Eh bien, merci à vous de même. Au revoir. On vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, Jacques. À suivre, allez, on va parler de la journée nationale du véhicule d'époque. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on accueille tout de suite Fabrice Reithofer, qui est responsable de la journée nationale du véhicule d'époque auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. C'est bien parce que c'est pas ça super, parce que j'ai écrit exprès sur le conducteur la JNVE auprès de la FFVE. Sauf que j'ai encore quelques neurones des fois, même quand j'ai très faim. Voilà, salut Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour, tu vas bien? Ouais, très. Journée nationale du véhicule d'époque, c'est la 6e. Hein. C'est ça, c'est demain? 6e édition, et c'est demain que ça sera. Oui. Ça se passe où? Pardon, après-demain. Non, c'est dimanche. Non, c'est dimanche. Ce sera demain. Dimanche, ce sera demain. Dimanche 24. Oui, c'est ça. Alors,
Oui, alors ça se passe où? Je réponds à la question de Laurent. Ça se passe partout en France. C'est la journée nationale du véhicule d'époque. Alors c'est quoi la journée nationale du véhicule d'époque, Fabrice? Alors, c'est le rendez-vous de tous les passionnés, hein. Donc tout le monde sort son auto et ça peut se faire juste devant son garage, devant le magasin du coin, devant le monument historique du coin, où on peut aussi faire quelques kilomètres et une belle balade entre amis. Donc l'idée, c'est de sortir tout véhicule, tous azimuts, c'est-à-dire que ce soit du tracteur, de l'auto, de la moto, du cyclo, enfin tout ce qui roule, quoi. Hein. Oui, alors il y a eu d'organiser des balades, des expos, et tout ça c'est recensé sur le site de la Fédération française des véhicules d'époque. Exactement. On peut aller voir donc en fonction de la région où on habite, quelles activités sont prévues et où. C'est ça, voilà, c'est classé par région, par département, et donc il suffit d'aller sur le site et vous voyez tout ce qui se passe et vous pouvez rejoindre donc les différents amateurs et collectionneurs de la région pour une balade. Ah ben là j'en ai trouvé un, tiens, au château de Vaujours. Voilà, mais c'est surtout ce qui m'a attiré, c'était café, croissant, pâtisserie. Non, c'est pas vrai, je vous crois pas. Ah bah si, c'est écrit, si, je vous assure. Oui, mais il n'y a pas que ça. Rendez-vous mensuel des véhicules d'époque. Non, mais est-ce qu'il y a, vous pouvez nous donner 2-3 exemples de rassemblements, Fabrice ? Oh, bien sûr, donc il y a un beau rassemblement donc qui se fait à Menton, hein. Donc avec une belle balade, hein, et donc ils veulent un petit peu longer le bord de mer. Il y a du monde à Monaco, donc il y a aussi une petite rencontre qui se fait à Monaco, donc ça ne se fait pas que, vous voyez, juste à Paris en province. Et voilà, donc Strasbourg aussi a sa journée nationale des véhicules d'époque, et donc il y a pas mal de clubs qui sortent. Donc on en a référencé plus d'une centaine de clubs qui organisent des balades. D'ailleurs, si on est jeune, on vient d'acheter sa voiture d'époque, tu vois, on commence à collectionner, on commence tout juste on vient de s'acheter une 2 chevaux, par exemple. Qui est la voiture la plus collectionnée. Et que l'on veut se rapprocher de la Fédération française des véhicules d'époque et de ces fameuses journées. Il y a plein de, comment on appelle ça, des délégués régionaux, et il y a une carte de France qui est très bien faite sur votre site, où on a le nom des personnes qui s'occupent avec leur mail et tout. C'est vraiment bien foutu, hein. Oui, c'est bien. Il y a du monde, les représentants. Oui, bien sûr. Ce sont les ambassadeurs de chaque région, de la Fédération française des véhicules d'époque. Donc c'est sympa qu'ils puissent être là et qu'ils puissent rencontrer le collectionneur, les renseigner, enfin faire quelque chose pour que l'automobile de collection puisse continuer à vivre. Voilà. Vous avez une idée du nombre de, alors j'allais dire de participants, c'est pas possible, mais de ce que ça génère comme activité, cette journée nationale du véhicule d'époque? Alors vous nous avez dit, alors combien de manifestations déjà sur la France, et chaque manifestation, combien de participants à peu près? En moyenne, les plus petites manifs qu'on a pu voir, c'est une trentaine de voitures organisées par les clubs. Et les plus grosses, c'est 200-300 véhicules. Donc, vous avez dit qu'il y a quelques milliers de véhicules sur nos belles routes de France. Ouais. Et combien vous avez recensé d'événements demain sur toute la France? Sur le site de la FFVE. D'événements, on avait la semaine dernière plus d'une centaine, donc et après il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne référencent pas encore leur balade, mais bon. C'est déjà quand même quelques points de repère dans chaque région. Alors moi, je vais vous parler là d'un événement qui va se passer dans le Tarn avec l'amicale des véhicules anciens de Gaillac. Il y aura un beau rassemblement à Albi, un départ aussi vers Gaillac. Tout le monde rejoint Lavore, ça on en a parlé. On a également les amateurs dauphinois d'automobiles de collection ça va se passer à Ruy dans le département 38. C'est en liaison évidemment avec cette journée. Enfin, il y en a partout. Il y en a partout. J'en ai même du côté de Saint-Laurent-du-Var. Tiens, à côté de Pornic. Exactement. Tiens, si vous allez en vacances du côté de Pornic, il y a Auto Rétro Pornic qui fait cette journée nationale aussi, avec une journée entière de rassemblement. Ils sont très actifs. Ah ouais. Ils ont participé depuis la première édition. Oui, et puis alors, ils ont des véhicules vintage produits jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc pas de véhicules après, donc c'est vraiment des anciennes. Ah, c'est génial. Il y a Fan Automoto aussi, il y a pas mal de... Ouais, c'est vraiment bien foutu, du côté du Canet dans l'Aude. Enfin, joli, hein. Bon, il y a le CNVA, si vous êtes en région parisienne, qui ouvre les ateliers. Vous allez pouvoir voir aussi une expo. De la mécanique. Ouais, exactement, avec des animations et de la restauration, c'est important. Et moi, je tiens à féliciter ceux qui font les affiches.
Oui, Les il y a affiches, des chouettes affiches, elles sont magnifiques, les affiches d'annonce des événements et des rendez-vous pour ce dimanche 24. C'est vraiment génial. Hein. Oh. Et vous allez où, vous, alors, Fabrice ? Alors, Fabrice, lui, il organise donc une JNVE donc à Strasbourg où on part une vingtaine de kilomètres de Strasbourg et on fait une petite balade après autour de notre belle campagne alsacienne pour visiter un local qui est d'un collectionneur amateur qui ne sera que ouvert, si vous voulez, pour cette occasion. Quoi. Ah, c'est cool. Donc, super, on est un peu loin pour venir, c'est dommage. Hein. Mais ça permet, vous voyez, un petit peu de faire découvrir déjà le monde du collectionneur, je veux dire, voilà. Et donc là, on va visiter un collectionneur qui a plus de 200 véhicules. Oh là là, moto, cyclo, voilà. Donc, il y a Rétromobile dans son garage, quoi. Oui, c'est ça, oui, à son niveau. Ouais, mais c'est bien. Voilà, je veux dire, on n'est pas, voilà, je veux dire, c'est un collectionneur, donc il y a des véhicules à restaurer. Qu'est-ce qu'il a comme auto ? Parce que je suis curieux, Fabrice. Alors des autos, il a des autos des années 20, donc de l'avant-guerre, de l'auto de l'immédiat après-guerre, beaucoup de Ford. Après, il a aussi du hot rod, qui sont des véhicules qui ont été transformés à l'époque, avec des moteurs un peu plus puissants. Ça fait aussi partie de l'histoire de l'automobile. Des autos, l'une ou l'autre de course du Paris-Dakar, par exemple, qui est aussi marqué, vous voyez, je veux dire, des motos, des cyclos, des Peugeot 103 qu'il a restaurés, etc. Ouais, vous voyez, il y a plein de... Bon, écoutez, plein de véhicules. Amusez-vous bien demain, Fabrice. Vous avez de la chance. Moi, je vais essayer aussi de sortir. Oui, tu as raison. Avec laquelle il faut. Je sais pas. Je tirerai au sort parmi les 11 pour en sortir. Et vous pouvez en sortir 2 ou 3 le matin et 2 ou 3 l'après-midi déjà, à moitié. Et bien, vous avez votre dimanche de fête, l'ami Jean-Luc. Merci beaucoup à vous, Fabrice Reithofer, responsable de la Journée nationale des véhicules d'époque et de la Fédération française des véhicules d'époque, qui était sur On parle auto sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Nous voici arrivés dans la dernière partie de notre rendez-vous On parle auto sur Sud Radio. Avec ce rendez-vous, quelle auto choisir ? Vous avez un conseil, un doute, une question sur votre futur véhicule. Soit vous nous appelez au 0826 300 300, soit vous nous envoyez un mail jeparticipe@sudradio.fr. On accueille Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Oui. Comment bonjour, ça Laurence. va ? Bonjour Jean-Luc, ça va ? Et vous ? Très Merci bien. de vous être arrêté sur la route. Oui, c'est bien. Oui, merci. On vous écoute. Oui, donc je suis à la recherche d'un véhicule 7 places qui permet de mettre 3 sièges enfants sur la deuxième rangée et qui soit critère 1. Je suis parisien. Donc forcément essence, puisque les diesels ne sont que critère 2. En plus, vous avez vu, Citroën a annoncé cette semaine qu'ils arrêtaient les monospaces. Donc le grand C4... alors comment il s'appelle maintenant ? Il s'appelle le Grand C4 Space Tourer, parce qu'il a changé plein de fois. Donc c'est fini, c'est le dernier. Ça c'est terminé à partir de juillet. Renault a annoncé aussi que l'espace allait s'arrêter. Et donc alors chez Volkswagen, je sais que vous avez vu, vous m'avez dit que vous aviez vu chez Volkswagen et chez Ford, c'est ça ? Alors, oui, tout à fait. Chez Volkswagen, d'abord dans le groupe, c'est le Charan, c'est le seul à être encore disponible avec un moteur à essence, parce que vous avez un modèle un petit peu plus grand qui aurait peut-être été bien, c'est le Multivan, mais il n'y a qu'un moteur diesel. Et puis le cousin, le Seat Alhambra, qui est un petit peu plus accessible, lui est aussi disponible qu'en diesel. Alors, ce qui me pose problème, attention, ce qui me pose problème avec le Volkswagen, c'est qu'en termes de fiabilité, on est plutôt sur quelque chose de moyen. Et surtout, alors vous hésitiez, vous voulez une DSG6, c'est ça, et vous me demandiez si la DSG6 était fiable. Alors bon, il y a des soucis, mais moins qu'avec la DSG7. Donc c'est pas sur ça que ça me poserait un problème. Ça me pose un problème, c'est que vous me dites, je fais du Paris ou de la banlieue, et vous allez rouler avec un véhicule essence, donc gros, lourd, donc vous allez avoir des consommations de 10 litres au 100. C'est pas forcément une bonne idée. L'idée, votre deuxième choix, qui est plus onéreux, qui est le Ford S-Max avec le moteur Duratec, est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'il est doté d'un moteur avec une hybridation, avec une vraie hybridation en plus. Alors, c'est pas du Toyota,
Mais Ford a pompé largement le système Toyota et il y a un système qui est vraiment équivalent. Vous avez un moteur, alors on 2,5 litres, 4 cylindres, 152 chevaux, plus un gros moteur électrique de 125 chevaux, le tout avec une architecture à variation continue commandée électriquement comme sur une Toyota. C'est exactement le même système et ça en ville c'est très efficace. Donc je peux déjà vous garantir que c'est au moins 2,5 litres de moins quand vous serez en agglomération avec le Ford. Donc déjà, il va être plus cher à l'achat, mais il va être beaucoup plus sympa à conduire parce que le S-Max est beaucoup plus dynamique que le Charan à conduire. Il va être plus économique en carburant. Et puis, il a bien plus la pêche quand vous aurez besoin de déboîter pour doubler des voitures, même quand vous serez chargé avec tous les enfants à bord. Il n'y aura pas de souci. C'est 3 sièges indépendants à l'arrière qui sont en plus réglables longitudinalement. Donc, vous ne manquerez pas d'espace de ce côté-là. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas de porte coulissante alors que le Charan a des portes coulissantes. C'est le seul inconvénient que je vois sur le Ford par rapport au Volkswagen. Donc, mon choix, il irait largement vers le Ford. Alors, il y a un truc qui est dommage parce que le Ford Kuga, il bénéficie de exactement la même motorisation qui est hybride éthanol. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils ne le mettent pas sur le S-Max? Ils ne le mettent pas sur le S-Max parce qu'il n'y a pas assez de ventes de S-Max. Malheureusement, il y a de moins en moins de monospaces vendus en France. Donc l'homologation de la version éthanol coûterait trop cher par rapport à l'espérance des ventes. Donc ils ne le feront pas. Malheureusement, ils ne le feront pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas adapter ce moteur à l'éthanol. Donc, on peut mettre un boîtier, ça pose aucun problème. Par contre, il faudra attendre la fin de la garantie, c'est mieux. Ouais. Mais alors du coup là concrètement parce que vous en avez besoin maintenant. Concrètement le Ford, il y a pas photo. Si vous faites de l'agglomération, il y a pas photo. Vous prenez et il est en plus sympa à conduire. Donc c'est le Ford. Le Ford S-Max. Vous voulez le nom en entier? 2.5 Duratec, 190 FHEV. Ouais, voilà. Ouf, c'est parce que vous l'avez noté, hein, je crâne, mais si l'ami Jean-Luc n'avait pas noté tout ça. Vous allez payer un petit malus au poids. Vous savez, ce truc super là, parce qu'il pèse 1947 kilos, donc au-delà de 1800 kilos, on a un petit malus au poids. Ouais, bon. Donc vous allez payer 1470 € de malus au poids. Il faut le savoir. Mais ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de le trouver d'occasion, celui-là? C'est un truc tout récent. Hein. Il vient de sortir. Donc je ne vous propose même pas en occasion parce que vous n'en trouverez pas. Il s'en vend peu. Et en plus, il vient juste de sortir cette année. Alors, bon, bon courage. Hein. Ouais. Ludovic. Merci beaucoup. Merci Ludovic et bonnes vacances. Allez voir, c'est peut-être le moment. Hein, non, mais oui, en plus, ils font des prix chez Ford. Bon, en plus. Alors, allez, il faut se renseigner. On n'a rien dit à l'antenne de Sud Radio. Hein. On vous embrasse fort, Ludovic. Passez un bon week-end. Merci beaucoup pour l'émission. Merci à vous. Merci Ludovic, au revoir. Allez, pour conclure maintenant, un point sur l'actualité, les brèves de la semaine et l'événement de la semaine qui va être ce fameux Tour Auto historique. Et oui, la 31e édition qui partira de Paris le 25 avril et prendra cette année la direction de l'ouest de la France pour s'achever dans la principauté d'Andorre. Ça sera samedi 30 avril. Un périple d'environ 2000 km vers La Baule et Bordeaux avec 14 spéciales sur route fermée et 3 sessions sur les circuits du Mans, du Val-de-Vienne et de Nogaro. À noter que le départ se fait d'un lieu totalement nouveau, c'est le parc des expositions de la Porte de Versailles. Bon, c'est moins prestigieux que le Grand Palais, que le Trocadéro, que les Tuileries, mais au moins là-bas on peut stationner. Puis l'autre nouveauté, c'est que le hall 6, dans lequel seront regroupées les voitures des concurrents, sera ouvert au public dès demain, dimanche 24 avril après-midi, et vous pourrez y voir les 230 véhicules engagés. Voilà. C'est super. Vous avez évoqué que Citroën arrêtait les monospaces ? Exactement, c'est la fin d'une époque. Après 30 années de présence sur le segment des monospaces, 5 et 7 places, la marque Chevron a décidé cette semaine, c'est triste, d'arrêter sa gamme de monospaces. Le grand C4 Space Tourer s'arrêtera en juillet prochain. Bon, ça c'est la photo SUV qui prennent la place des monospaces. Voilà. Bon, l'ami Jean-Luc, on vous souhaite plein de bonnes choses pour demain. Donc la journée des véhicules d'époque, vous allez sortir. Le départ du Tour Auto, vous avez un sacré programme pour demain. C'est chargé demain. On vous embrasse, bon week-end, bon dimanche. Merci beaucoup, Dame Laurence. Bon week-end à tous, bonnes vacances à ceux qui en profitent encore ce week-end, c'est-à-dire aux 3 zones. Et puis tout de suite, on vous laisse avec toute l'équipe d'Alain Marty, Invino et sur Sud Radio. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.